Marianne Dolcrobin, vous êtes maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Vous avez écrit une thèse sur l'œuvre de Carlos Saura. Vous avez publié un livre en 2018 sur Carlos Saura, le cinéma, l'œuvre filmique de Carlos Saura. Ce soir, on projette au Reflet Médicis Peppermint Frappé, un film de 1967 dans lequel Géraldine Chaplin incarne un double personnage, à la fois Elena et Anna. Géraldine Chaplin est une sorte d'objet du désir, est une femme-objet qui va être convoitée par Julian, un radiologue d'une ville espagnole. Et donc ce soir, donc, on va parler de ce film, et puis peut-être avant d'évoquer ce film plus en détail, avant d'entamer la projection, peut-être qu'on pourrait rappeler que ce film a été tourné lors du franquisme, et qu'il a donc qui prend, comment dire, qui s'enracine dans le franquisme. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'origine de ce film, en tout cas sur la période dans laquelle les Espagnols vivent à cette époque, et en quelques mots, voilà, le contexte historique de ce film? Oui, tout à fait. En fait, Saura donc est un réalisateur espagnol qui, en 67, a déjà réalisé 3 longs métrages. Lorsqu'il réalise Peppermint Frappé, dans une Espagne qui est sous la dictature franquiste depuis de nombreuses années, mais qui est passée d'un moment de fascisme affirmé et surtout, disons, revendiqué dans l'immédiate post-guerre civile, à essayer de se rapprocher des démocraties occidentales. Et dans les années 60, qui est une période de développement économique, la société franquiste essaye d'attirer les capitaux étrangers, et aussi les touristes, etc. Et donc on a une volonté de montrer une certaine ouverture. C'est pour ça qu'il y a une possibilité de faire des films qui seront appelés après possibilistes, qui sont des films dans lesquels il y aura un peu une critique souterraine du franquisme, mais qui pourra être compris par la population, à un moment où l'Espagne veut paraître ouverte, alors qu'elle ne l'est pas. Donc ces films, en fait, et ce film-là en particulier, va dénoncer la situation, mais d'une façon complètement métaphorique, elliptique, symbolique, allégorique. Néanmoins, les spectateurs de l'époque pourront comprendre ces allusions, et c'est ce qu'on va voir ce soir, ce dont on va parler, alors que pour nous, c'est plus compliqué à connaître, voilà, et à comprendre. Deux films mexicains qu'il a fait dans sa période mexicaine, qui sont La vie criminelle d'Archibald de la Cruz et Elle. Et dans La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, le héros, dans son enfance, voit son institutrice qui meurt sous ses yeux. Il trouve ça tellement merveilleux parce qu'il a l'impression que c'est lui qui l'a tuée grâce à sa boîte à musique. Il y a donc le bruit de la boîte à musique. Que toute sa vie, il a envie de tuer des femmes pour retrouver ce plaisir d'avoir assassiné son institutrice. Et toute sa vie, il essaye de tuer des femmes, mais alors il y a beaucoup d'humour comme dans le film de Buñuel, parce que jamais elles meurent, mais c'est jamais lui qui les tue. Il n'y arrive jamais. Et donc il est très déçu parce qu'il n'arrive jamais à avoir le plaisir de tuer ces femmes. Et là, dans le film, finalement, il y a quand même aussi cette idée que pour posséder une femme complètement, ce qui est vraiment dans le cas de... Il faut la tuer, parce que si elle a un peu une liberté, il n'y a qu'en la tuant. D'ailleurs, le féminicide est considéré comme la possession ultime de la femme. Voilà. Donc là, je pense que dans ce film, il y a vraiment un hommage à Buñuel de ce point de vue-là. Et après, du point de vue de la forme aussi, parce qu'il y a la boîte à musique, où là aussi, une boîte à musique dans Buñuel, c'est une petite danseuse qui tourne en rond, donc vraiment une femme qu'on a et qui ne peut pas sortir. D'ailleurs, elle tourne en rond quand elle danse. Et puis, on a dans le Peppermint Frappé une petite danseuse aussi qui peut tourner. Et la musique de la boîte à musique qui est utilisée dans Buñuel pour évoquer le caractère obsessionnel au cinéma, Michel Chion a montré que la musique mécanique est vraiment, comme elle s'oppose à la vie,
quelque part, elle illustre l'obsession de ce personnage complètement fétichiste, complètement obsessionnel. Et elle est utilisée dans le film. Et il y a aussi la musique d'orgue, qui est une musique d'orgue atonale, qui a été composée par Luis de Pablo, qui est tout à fait aussi, peut être considérée comme une référence à elle. Donc il y a beaucoup, et puis après il y a des éléments qui renvoient au surréalisme dont on pourrait parler aussi. D'ailleurs, on pourrait évoquer le fait que le spectateur de l'époque a pu être un petit peu déstabilisé, puisque avec Peppermint Frappé, Carlos Saura a pour objectif de faire un cinéma complètement différent de ce qu'il faisait auparavant. On avait parlé ensemble de Los Golfos, un film sur une bande de jeunes madrilènes qui ont pour ultime objectif de devenir des toreros et de percer dans le milieu. Sauf que ça se passe pas comme ça, c'est plus compliqué que ça. Et puis ils ont pour objectif en fait de monter dans l'échelle sociale très facilement, et ils se heurtent malheureusement à l'Espagne de l'époque qui ne permet pas forcément cette sorte d'ascension sociale rapide et facile pour les catégories à laquelle ils appartiennent. Et là, dans Peppermint Frappé, on quitte finalement bien le milieu populaire ou les problèmes que la population peut rencontrer, pour justement se tourner vers une forme de bourgeoisie. Et puis ce sont de véritables bourgeois qui ont réussi, des radiologues, et ce sera le cas dans la trilogie, dans les 3 films, dans Stress et Stress, et dans Le Terrier aussi, puisque ce sont à chaque fois des gens qui ont des qualifications et qui représentent à chaque fois un corps spécifique, qui ont une fonction très particulière. Donc il faut aussi rappeler que, comme vous le montrez dans votre livre, que la musique connaît une sorte de tournant à cette époque-là, puisqu'il y a un usage qui diffère et qui veut aussi se démarquer du modèle hollywoodien de l'époque, puisqu'il ne fait plus, et pourtant, ce qui est curieux, et vous allez essayer d'en parler, c'est qu'il ne fait plus appel à son compositeur de l'époque, et pourtant il essaie, tant bien que mal, de ne pas avoir recours au modèle hollywoodien. Donc comment est-ce qu'il fait ? Comment il travaille la musique sur ce film ? Je crois que vous avez évoqué qu'il y avait 3 types de musique dans le film. Vous pourriez nous en dire quelques mots. Alors, Saoula, il a une conception, alors c'est d'ailleurs un peu ambigu, parce que finalement, ce personnage, il est à la fois monstrueux, mais il est aussi à la fois, quelque part, Saoula. Saoula dit qu'il adore la femme objet, que c'est pas bien, mais qu'il adore ça. Et donc, Saoula, il a une conception d'auteur du film, c'est-à-dire qu'il veut tout contrôler. Donc la musique, le problème c'est quand on travaille avec un compositeur, il faut expliquer au compositeur ce qu'on veut, et finalement petit à petit ce que fait Saoula, c'est qu'il se sépare de ce compositeur, de Luis de Pablo, qui est dans ce film-là, pour finalement choisir des morceaux de musique, ce qui lui donne finalement peut-être un contrôle supérieur, hein, l'illusion du contrôle. Peut-être qu'il est aussi un petit peu obsessionnel, il était obsessionnel, c'est sûr. Et donc bon, finalement la musique ici, elle permet d'une part de montrer le caractère obsessionnel. On a parlé avec la musique d'orgue, avec la petite musique de la boîte à musique, mais également avec le premier morceau qu'on entend, qui est très intéressant parce que c'est un mystère. Alors c'est le Misterio de Elche, donc une musique qui a été composée à la fin du XVe siècle et qui parle de la mort de la Vierge. Donc ce sont que des voix d'hommes, et ce sont que des hommes qui chantent ce mystère. Il est représenté à Elche le 14 et le 15 août, donc, en Espagne. Et donc, ça parle de la mort de la Vierge. Et donc, évidemment, au début, c'est associé à ce personnage qui a un appartement complètement rempli il y a même un autel à la Vierge, de tableaux religieux, etc. Et qui, en fait, découpe des femmes en morceaux. Donc, cette duplicité qui, pour moi, renvoie évidemment à une dénonciation du régime, parce que ce personnage, il est complètement double. Apparemment, il est dévot, etc., mais en réalité, c'est un psychopathe. Voilà, donc, cette musique-là, elle est très intéressante. Il y a aussi la musique des Los Canarios qui chante en anglais, donc aussi une fausse musique espagnole.
sur lequel qui renvoie à la modernité et au caractère étranger d'Elena. D'ailleurs, ça serait bien de parler aussi des acteurs, parce qu'il y a quand même une intertextualité intéressante vis-à-vis des acteurs. Oui, la doublure de Geraldine Chaplin qui dans Anna, c'est pas sa vraie voix. Enfin, ouais. Vous nous en dites quelques mots sur comment ça s'est passé parce que... Oui, alors je vais peut-être commencer par les personnages masculins qui sont très intéressants parce que ce sont deux acteurs extrêmement emblématiques à l'époque, c'est-à-dire José Luis López Vázquez qui fait Julián. C'est un acteur comique qui joue dans toutes les comédies espagnoles de l'époque, dans lesquelles il représente l'espagnol moyen. C'est une sorte de Jack Lemmon, on l'appelait le Jack Lemmon espagnol, ou je dirais le Bourvil espagnol. Vous savez, je ne sais pas si dans la salle, peut-être des gens ne savent plus qui est Bourvil. Et donc, dans tous les films avec des touristes, des suecas, d'ailleurs c'est dommage la traduction, il manque plein de choses. Il est poursuivi par les très belles touristes du nord de l'Europe, blondes, grandes, qui veulent toutes avoir des relations sexuelles avec lui. Mais d'ailleurs, c'est pareil avec Bourvil. Je me suis rendu compte que dans le Cornio, c'est pareil. Toutes les jeunes filles blondes, magnifiques, veulent avoir des relations avec. Donc, c'est assez étrange. Et voilà. Et donc, c'est intéressant parce qu'il représente vraiment l'espagnol moyen. Il est extrêmement populaire, il est très grimaçant, etc. Et donc là, cet espagnol moyen est complètement transformé en psychopathe quelque part. Et l'autre, ça c'est très intéressant aussi, Alfredo Mayo, qui joue Pablo, c'est l'acteur du film de propagande Race, donc un film de 42 qui est un film qui retrace depuis 1898 jusqu'à la victoire des franquistes pendant la guerre civile. Et il joue un personnage qui est une sorte de double idéalisé de Franco. Idéalisé parce qu'il est beaucoup plus beau, c'est un jeune, c'est le Galan, hein, c'est le jeune premier du cinéma, il est magnifique, et comme Franco, comme le mythe de Franco, il survit à tout, il est courageux, etc. Et là, il est présenté comme un personnage absolument ridicule, infantile, qui est même presque corrompu, qui ne pense qu'à l'argent, etc., un vieillissant. Et bon, évidemment, il y a un écho, les spectateurs de l'époque qui ont les clés verront un écho avec ce personnage qui était Franco en 42 et qui était magnifique et qui maintenant est une sorte de pantin représenté par Saoula. Et il faut dire aussi une chose, c'est que les films depuis... Il y a quand même un rapport avec tous ces films de Saoula, c'est que la plupart des films de Saoula finissent dans le sang, dans la tragédie. C'est-à-dire qu'une représentation de la société de l'époque. Oui, contrairement au Buñuel que vous mentionnez, Un Segre d'un Crimen, la vie criminelle d'Archibald de la Cruz, qui a à peu près 10 ans de moins que ce film, où justement ça finit Archibald, qui ne parvient pas, qui est impuissant face au crime, à la fin retrouve, en fait, on ne sait pas bien si c'est dans la réalité ou si c'est dans le rêve, puisqu'il y a un réalisme onirique chez Luis Buñuel que l'on retrouve un petit peu ici. Et voilà, donc dans Archibald de la Cruz, il y a une fin où finalement le personnage retrouve la femme convoitée, la femme qu'il avait pourtant tenté d'assassiner de multiples reprises. Donc oui, il y a une fin plus positive chez Buñuel. Vous me disiez que Buñuel était beaucoup plus comique. Oui, il y a plus d'humour, parce que c'est pas la même chose, parce que ce film finalement, chez Saoula, il a deux niveaux de lecture. Le niveau de cette histoire de féminicide, d'emprise, il y a même la soumission chimique là-dedans, donc, parce qu'il d'abord il donne la drogue à Anna pour tester la drogue, puis voilà, donc il y a toute cette histoire absolument, mais après il y a effectivement un niveau d'interprétation par rapport à la société espagnole. Et par exemple, on peut donner beaucoup d'exemples dans le film, mais en particulier, Saoula, il a vécu la guerre civile quand il était petit. Il a été traumatisé par la guerre civile, et en particulier par un bombardement qu'il a vécu dans l'école dans laquelle il était tout petit. Il est né en 1932, donc il était petit, à Barcelone, pendant la guerre civile, où une petite fille est blessée par l'explosion, et cette petite fille est sur le sol. Et cette image
obsédé pendant toute sa vie. Et dans le film, on a l'impression que, bon, ils sont dans des termes, etc. Oui, on est dans des termes, mais ces termes en ruine, dans lesquels il y a une sorte de garçonnière complètement moderne, pour moi, ça peut évoquer cette Espagne complètement construite au milieu des ruines, qui construit une fausse modernité, parce que tout ce qui est hypocrisie, fausseté, etc., c'est tout récurrent dans le film. Et à un moment, quand Géraldine Chaplin prend le bébé, la poupée, là, il y a plusieurs photogrammes dans d'autres films de Saouda où, à la place de la poupée, on a un enfant mort. Donc cette poupée, elle est comme un enfant mort. Et c'est là où il y a une intervention de Géraldine Chaplin qui a eu une grande influence dans ce film, même si elle n'est pas créditée au générique, alors qu'elle le sera de films plus tard. Elle prend la poupée, elle chante cette chanson, et c'est elle vraiment qui a eu cette idée-là. Donc cet espace des termes complètement sous les décombres, etc., ça peut bien sûr évoquer les bombardements de la guerre civile, etc., auxquels Saouda revient systématiquement dans tous ses films. Donc finalement, c'est un film aussi politique, mais peut-être effectivement d'une façon beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus allégorique que ce qu'il a fait auparavant. Oui, aussi peut-être d'une façon allégorique, plus nuancée, parce qu'en fait, il faut évoquer le fait qu'à cette époque-là, il y avait une forme de censure aussi. Le film devait passer devant une commission, il y avait, je crois, 2 étapes. Une première étape, le film était donc sélectionné en fonction du scénario. Donc c'était le premier passage, et puis ensuite il y avait une deuxième étape qui consistait finalement à couper le film. Voilà, par exemple la Casa, je crois, oui, a été amputée de 10 minutes. Alors c'est Los Golfos, celui qui a perdu le plus c'est Los Golfos, les voyous, le premier, oui. 11 minutes de couper. Ouais. Voilà, donc il y avait des choses, on saute un peu là. Bon, le côté elliptique, c'est aussi voulu chez Saouda, mais... Et dans la chasse, il y a eu beaucoup de choses de coupées. Mais alors, pour ce qui était pas mal, c'est que finalement, les censeurs étaient très obsédés par le sexe. Donc, finalement, ils demandaient la chasse, ça s'appelait, et là aussi, il y a une allusion, il y a plein d'allusions sexuelles, bon, parce que ça les amusait. Dans la chasse, ça s'appelait la caza de los conejos. Et el conejo, c'est le sexe féminin. Donc les censeurs se sont vraiment obsédés pour tout ce qui était, et souvent étaient très obsédés, parce que j'ai consulté beaucoup de dossiers de censure où même les censeurs avaient colorié les bas en disant parce qu'il y avait des photos qui montraient comment allait être l'actrice, c'était Sara Montiel, c'était une autre fille. Et donc ils avaient coloré en disant il ne faut pas que ce soit transparent, ça. Il faut que ce soit opaque. Donc ils étaient tellement obsédés par ça que dans la chasse, par exemple, ils n'ont sans doute pas vu énormément d'allusions à la guerre civile, etc. Et ils ont exigé que ça s'appelle la chasse et pas la chasse au lapin, voilà. Mais ça permettait un peu d'éviter. Il y a une autre chose qui a permis à Saouda, au fil du temps, d'éviter un peu la censure, c'est qu'il était très célèbre internationalement. Ce qu'on disait, c'est que maintenant, les jeunes ne connaissent pas Carlos Saouda, mais il a été extrêmement célèbre. Et il était sélectionné à Cannes, à Berlin, etc. Il avait des prix à Cannes, à Berlin. Et du coup, c'était compliqué d'interdire ses films. Donc, mais alors qu'il y a d'autres réalisateurs comme Basilio Martín Patino, qui est un réalisateur qui a fait plusieurs films pendant le franquisme, mais ils ne sont pas sortis, ils ont été carrément interdits. Mais Saouda, il avait une certaine protection qui était que si on commençait à censurer Saouda, cette image toujours du régime que le régime voulait montrer, de régime plus ouvert, etc., allait disparaître. Il disait même que pour le film un peu plus tardif, qui s'intitule Ana y los Lobos, il disait qu'il avait carrément modifié le scénario pour ne pas faire apparaître 3 personnes. Il y a toujours une forme de de relation triangulaire entre les personnages, très souvent en tout cas chez Saouda. Il disait que pour éviter que la censure ne le condamne son film, il avait décidé de faire apparaître les personnages comme des samouraïs, et il avait obtenu, grâce à ça, une sorte
de laisser passer, parce qu'en fait les films à cette époque étaient classés, il y avait des films qui étaient, je crois, 2D, 2B, et là ils s'étaient jugés comme sans aucune valeur cinématographique, sans intérêt artistique, et donc les films étaient classés, mis de côté, ils passaient uniquement au mois d'août ou au mois de juillet, à une période où les gens n'allaient pas forcément au cinéma. Donc il y avait ça aussi, il y avait des... En fait, pour justement orienter la production cinématographique, puisqu'il n'y avait pas de production d'État, il y avait donc d'une part la censure, c'est-à-dire on coupait, on supprimait, pas question qu'on dise cette phrase-là, c'est très très précis, parce que chaque censeur va dire non, cette phrase-là, supprimée, etc. Mais il y avait aussi les incitations, c'est-à-dire les aides. Les aides faisaient que si on avait l'intérêt national, c'est-à-dire qu'on défendait les valeurs nationales, on avait tout de suite 50% du film qui était financé. Si on avait, alors après toutes les catégories dont vous parlez, et puis à la fin, non seulement on n'avait pas un centime, donc pour les producteurs c'était compliqué, puisque produire sans argent c'est difficile. Et en plus, on ne sortait qu'une semaine dans des cinémas périphériques, pas dans les grands cinémas, etc. Et au moment du nouveau cinéma espagnol, on a créé l'intérêt spécial qui était justement censé donner un prix ou primer les films qui étaient particulièrement artistiques. Parce que on voulait montrer que ça savait aussi que le cinéma était un art. Oui. Oui. Et puis, vous parliez donc justement de la génération del 51, de la génération 51. Enfin, pour évoquer ça, il y avait une sorte de mouvance, je crois, en Espagne, qui a permis justement à certains films d'obtenir certains financements. Il y avait une sorte d'accréditation, en fait, qui permettait à certains réalisateurs d'avoir des sortes de laissez-passer, qui leur permettaient, dans tous les cas, de produire leurs films. Et il y avait une sorte de... oui, si on avait alors la génération del 51, c'est des musiciens en fait. Hein. C'est une génération à laquelle appartient Luis de Pablo, qui est le compositeur du film. Et ce sont des musiciens qui font de la musique contemporaine, justement, atonale, etc. Et c'est là où j'en parle, parce que dans le film, par exemple, il y a 2 compositions qui sont des pastiches de musique baroque, classique, etc. Et Saoula demandait qu'il y ait ces pastiches qui peuvent aussi évoquer justement ce caractère faux de cette bourgeoisie, etc. Et d'autre part, donc je pense qu'il y a des histoires de générations différentes, parce qu'il y a aussi la génération à laquelle Carlos Saura appartient, qui a été appelée la génération innocente, qui sont les enfants de la guerre civile, mais qui sont des cinéastes et des artistes qui ont été complètement traumatisés par ce qui est arrivé à la génération précédente. Moi, je pense qu'on pourrait évoquer le fait qu'il y a une forme de danse aussi qui est très importante dans le film, où justement, vous disiez que Géraldine Chaplin n'avait pas été accréditée, enfin, son nom n'apparaît pas au scénario, mais c'est elle qui avait fait des études de danse, qui a été ensuite... son père lui aurait conseillé de se tourner vers le cinéma. Donc là, elle a eu une sorte de liberté pour tourner des scènes de danse. La musique a été commandée par Saola à ce groupe, Los Canarios. Est-ce qu'on peut... Marcel Homs disait que la danse survient à un moment très important, et c'est la danse qui fait basculer le film dans une autre dimension. Dès qu'elle se met à danser, on entre dans... Il y a une sorte de choc qui se passe chez Julián, et là, on comprend que le film prend une autre dimension, une autre tournure beaucoup plus sérieuse, même s'il y a ce jeu très innocent entre eux, on comprend que la danse, en tout cas, permet de donner une autre inflexion au film. Alors Saoula était passionné de danse. Il disait toujours, en plaisantant peut-être pas, qu'il aurait voulu être danseur. Donc au-delà donc, de la danse qu'il a, et vraiment, on y reviendra, toute sa caméra est chorégraphique, quelque part. Il y a vraiment il a été passionné de musique, de danse, etc.
ici, pour moi, la danse, ça représente, c'est la liberté du corps. Et donc, on a parlé des deux acteurs masculins, mais on n'a pas parlé tellement de Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin, elle incarne d'une façon, je trouve, extraordinaire cette liberté face à cette contrainte, ce corset que porte Julián et cette société. Et je pense que la danse, c'est vraiment ça. Sauf que, finalement, elle tourne en rond quelque part. Sa liberté est limitée par la société dans laquelle elle vit. Mais il y a vraiment une jubilation du corps, là, et de sa liberté. Alors, pour les photos, je parlais de l'ambiguïté de Saouda par rapport au regard, par rapport au désir, par rapport à la femme objet, puisque c'est vraiment ça, c'est une femme qu'on fabrique. C'est lui qui a pris toutes les photos. Les photos qu'on voit, c'est son frère, Antonio Saouda, qui dit « Ah, c'est merveilleux, ces photos, elles sont très belles ». Et c'est Saouda qui les a prises. Donc il y a aussi une ambiguïté vis-à-vis de la volonté de captation. D'ailleurs, Saouda a travaillé jusqu'en 1979 avec Geraldine Chaplin, puis après... alors, il y avait déjà une femme avant, et il a eu Geraldine Chaplin, puis une autre, il a eu 7 enfants avec 4 femmes. Donc, quelque part, il y a aussi une dimension spéculaire dans le personnage de Julián, même si, évidemment, c'est pas aussi évident que ça, et que Julián n'est pas magnifié. Enfin, j'ai l'impression que personne ne peut s'identifier à lui en tant que personnage. C'est intéressant, l'identification, parce qu'au cinéma, un des principes, c'est l'identification. Et ici, on s'identifie à personne. Donc c'est ça aussi par rapport au cinéma classique hollywoodien et à ces finalement mécanismes classiques. Non seulement le montage, tout ça sort le spectateur un peu du film, parce qu'on est toujours un peu à se poser des questions, mais on ne peut pas s'identifier, enfin j'espère, on ne peut pas s'identifier, peut-être oui, enfin, même aux femmes, c'est parce qu'il y a quand même la femme fatale qui en plus s'identifie avec le diable, elle met sa main, elle est diabolique puisqu'elle est trop belle, etc. Puis d'autre part, la femme qui est tellement soumise qu'on peut la prendre comme une poupée pour la fabriquer. D'ailleurs, dans Ensayo de un Crimen, il fabrique des poupées en cire, parce que la poupée, voilà, et elle brûle dans le four. Elle brûle dans le four, en plus. Ouais, parce que c'est pas drôle. Mais on pourrait rajouter Geraldine Chaplin, qui était connue pour Dr. Zhivago, là, en effet, trouve une sorte d'horizon à sa carrière pendant plus de 10 ans. Et on peut même ajouter que finalement, le désir de Julián, c'est aussi le désir, comme vous l'avez tenté de le soumettre, du réalisateur envers Geraldine Chaplin, qui est une actrice naissante, une actrice aussi... avec beaucoup de talent. Sa prestation est quand même assez remarquable. Elle joue 2 personnages, ce qui est assez important. Elle disait que... Enfin, il disait en interview qu'il est tombé amoureux d'elle sur le tournage. Elle aussi, elle l'affirme aussi. Et peut-être qu'on pourrait évoquer que ce personnage-là joue sur plusieurs niveaux de comment dire c'est-à-dire que le personnage d'Anna et d'Elena sont tous les deux créés par le réalisateur. Et je me demandais si Geraldine Chaplin avait eu une sorte de... Comment en fait, pour le dire plus précisément, comment en fait le doublage s'est fait, comment l'idée de changer la voix, de changer l'intonation a été faite. Est-ce que c'était des débuts comme ça? Parce que c'était pas Geraldine Chaplin qui devait jouer le rôle au tout début, c'était une autre actrice. Et finalement, ils se sont rencontrés, je crois, à la Berlina, et elle a dit que son l'agent de Geraldine aurait dit « Elle veut absolument tourner avec toi ». Comment ça s'est fait Alors, de toute façon, alors pour des questions, alors c'est pas comme dans Emilia Pérez où les Mexicains ont tous des accents de tous les pays et puis on s'en fiche parce que c'est fait par Jacques Audiard en France. C'est à l'époque le fait qu'elle a un léger accent anglais, ça rendait complètement invraisemblable qu'elle fasse une espagnole. Donc là, elle joue une étrangère, donc quand elle est en blonde, c'est sa voix et c'est son accent, elle a un léger accent.
Et pour faire l'espagnol, d'ailleurs, la transformation est incroyable parce que c'est son jeu et tout le travail de maquillage, les costumes, etc. C'est incroyable. Il fallait qu'on la double, il fallait que sa voix soit doublée parce que sans ça, les spectateurs espagnols n'auraient pas avalé qu'elle ait un accent anglais. Et c'est le cas, malheureusement, pour la plupart des films qu'elle a fait, pas Ana y los Lobos parce que c'est une jeune fille au père qui vient de l'étranger, Ana et les loups, mais pour les films où elle joue une espagnole, elle est toujours doublée. Elle est doublée? Alors dans Cria Cuervos, elle est doublée aussi. Oui, dans Cria Cuervos et dans tous les films où elle est censée être espagnole, elle est doublée. Donc il y a une sorte aussi quelque part d'évocation, parce que il y a cette idée d'appropriation de cette image de l'étrangère qui est belle, etc. Mais en lui retirant sa liberté, parce que quelque part on la prend et puis on en fait une poupée. Alors qu'elle a une fraîcheur, elle a une spontanéité, elle est vraiment... elle incarne un personnage qui a une liberté dans le film, mais qui, évidemment, est assassinée à la fin. Mais ça, les femmes sont toujours assassinées à la fin. Alors après, quand même, dans les films de Saouda, il faut dire que les femmes souvent représentent la République espagnole et sont massacrés par le franquisme. Donc les hommes représentent le franquisme et les femmes la République. C'est le cas aussi dans Cria Cuervos où la mère meurt, est trompée par son mari militaire, etc. Il y a cette idée-là aussi. Dans Ana y los Lobos, justement, où il avait fait passer les acteurs pour des samouraïs, on comprend bien pourquoi il avait usé ce stratagème, puisque finalement c'était dénoncé de façon trop brutale les trois piliers en fait du franquisme, qui sont la religion, l'armée et le troisième, c'est la phalange. Et la famille, il y a la famille aussi, c'est un quatrième pilier. La phalange espagnole. La religion. Dans le film, c'est la religion, l'armée et le parti. Et le peuple. Phalange et le parti. Et le parti. Mais dans le... Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que Ana et les loups, c'est vraiment incroyable à quel point ce film est transgressif, et c'est étonnant qu'il ait pu être vu en Espagne à l'époque. Mais le film suivant, qui s'appelle La cousine Angélique, qui est alors aussi sur les doubles, parce qu'il aime beaucoup les doubles Saouda, et il y a aussi les doubles du présent et du passé. Donc dans La cousine Angélique, José Luis López Vázquez interprète un personnage qui aussi apparaît comme adulte quand il est enfant. Donc c'est son propre double. Et c'est un film qui ridiculise totalement un phalangiste en particulier. Et donc la censure le laisse passer uniquement en pensant que c'est tellement compliqué, parce que plus ça va, plus c'est compliqué, plus c'est brouillé, plus les niveaux narratifs s'en mêlent, etc. Et donc les censeurs se disent, finalement personne ne va rien comprendre, on ne va pas interdire ce film de 73 parce que sinon, on va avoir un scandale international. 73, il était extrêmement connu. Mais en revanche, tout le monde a parfaitement compris le film. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout le monde comprend. Et il y a 1 million de personnes qui va voir ce film, La Prima Angélica, La cousine Angélique. Il y a une bombe dans un cinéma. Il y a les phalangistes qui se lèvent en faisant le salut fasciste. En chantant El Cara al Sol, qui est un hymne phalangiste. Et en fait, finalement, ce qu'on disait sur le fait de comprendre, tout le monde comprend, en fait, à l'époque. Tout le monde comprend. Les allusions, etc. Toutes les allusions sexuelles, évidemment, qui sont assez évidentes dans le film. Voilà, les allusions, les critiques, le fait que... Pablo soit aussi ridicule et soit quelque part une représentation de Franco vieillissant. Ça c'est visible. Peut-être qu'on pourrait demander si quelqu'un veut agir, commentaire, remarque au sujet du film. On est spécialiste, il faut en profiter. Aucune question, aucun commentaire.
On a tout dit, en fait. Il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est le traitement, l'infantilisation des personnages qui apparaissent tout le long du film, plus enfants du début jusqu'à la fin. Il y a une sorte de crescendo jusqu'à... Voilà. Donc au musée, par exemple, où ils entrent au même moment avec un groupe d'enfants, ils se fondent dans une masse enfantine, on pourrait dire, et puis ils ont des préoccupations qui ne conviennent pas à des gens qui vont au musée, en vérité, c'est une sorte de chassé-croisé entre eux, puisqu'ils essaient de se retrouver, de se voir. Et en aucun cas, il est question d'art, ils n'en parlent pas véritablement. Il y a le choix d'afficher un des tableaux d'Antonio Saola, le frère de Carlos Saola. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Il a fait toute une série de Brigitte Bardot, Antonio Saola. Et puis il y a les jeux avec le fameux jeu où on essaie de mettre le bâton dans le trou. Le jeu où il déterre avec la poupée, où il berce l'enfant. Il y a tout un jeu autour de l'enfance, en tout cas, qui semble important chez Carlos Saola dans ce film. Alors, autour de l'enfance, il y a deux choses, parce que Carlos Saura, donc là, c'est la trilogie du couple, d'après Marcel Holmes. Après, ce qu'il fait, c'est qu'il y a aussi les familles. Et il y a le regard de l'enfant, et qui, par exemple, Cria Cuervo, c'est un regard... voilà, là, c'est aussi l'enfance qui est opprimée, qui regarde ses adultes. Alors là, en revanche, ce sont les adultes qui sont infantiles et infantilisés, peut-être. C'est aussi une classe bourgeoise, finalement, qui est représentée comme insouciante, ne s'intéressant absolument pas. Alors évidemment, on est sous une dictature, donc une dictature, ça infantilise les gens, puisque les gens ne peuvent pas voter, ne peuvent pas décider, etc. Donc il y a aussi sans doute cette représentation des Espagnols, et surtout des Espagnols bourgeois qui, eux, ont de l'argent par rapport à des gens qui auraient besoin de gagner leur vie, comme Los Golfos, par exemple, les voyous qui essayent de réussir, mais qui n'y arrivent pas, parce que Saoula l'a dit d'ailleurs, que Los Golfos, les voyous, c'est lui et ses amis qui essayent de réussir en Espagne, mais qui n'y arrivent pas. Voilà. Et donc là, il y a toujours l'idée qu'on n'y arrive pas, de toute façon. On n'y arrive pas parce que on est sous une dictature qui vous empêche d'y arriver. Et comme il fait ses films là, et qui ne peut pas... voilà, il faut toujours passer par des métaphores ou des images qui sont évocatrices. Question. J'ai une petite question. La scène du médecin, à la fin avec le patient, qui dit « Oui, oui, tu me payeras plus tard ». Est-ce que c'est une façon de flatter le régime, flatter quelque chose, une sorte de fraternité du régime Je pense pas, parce que je pense pas que Saouda ait vraiment envie de flatter le régime, et je pense que finalement, Julian est un personnage ambigu, et qui, de toute façon, en plus, en apparence, c'est un catholique qui doit être, donc, puisqu'il est entouré de... Et puis, tout le monde est catholique en Espagne, il n'y a pas le choix à l'époque. Et donc, il doit apparemment être quelqu'un de généreux, qui aide les autres, etc. Enfin, il lui dit pas, c'est gratuit. Il lui dit, tu me paieras le mois prochain, quand même. C'est pas non plus qu'il est... voilà. Donc, il a... et puis, il est quand même ambigu. Par exemple, il aime Antonio Machado. Antonio Machado, c'est un poète, c'est le poète... voilà, qui est chez les Républicains, il est mort en 1936, en sortant d'Espagne, à Collioure, il y a sa tombe. Enfin, c'est vraiment un mythe, Antonio Machado. Donc c'est aussi une sorte de récupération. Il récupère, parce que le régime franquiste avait quand même fini par récupérer un peu Antonio Machado, parce que c'est un tellement grand poète. Mais voilà, il est hypocrite. Il est hypocrite. Donc il va dire tu me paieras le mois prochain, parce qu'il faut être aussi généreux. L'acteur qui joue d'ailleurs dans cette séquence-là, c'est aussi un acteur qui avait été utilisé. Ah oui, il avait joué dans La Chasse. Il jouait le garde-chasse dans La Chasse, et alors c'était atroce parce que vraiment il était maltraité, il était d'une pauvreté absolue, et le propriétaire des coteaux de chasse était atroce avec lui. Atroce. Parce qu'il y a une sorte d'écho. D'ailleurs, ce personnage apparaît
juste après une évocation de la chasse au lapin, je crois. Et donc il y a une espèce de... Oui, c'est possible qu'il y ait un petit clin d'œil. Puis la chasse, c'est aussi Franco, parce que Franco, il chassait. Donc dans la Casa, on a dit qu'il y avait aussi évidemment une évocation, il adorait chasser, etc. Donc tout ce qui est autour de la chasse, ça peut évoquer Franco. Il faut le savoir. Question, monsieur? Je me demande aussi que dans quelle mesure il n'y aurait pas des points de comparaison avec Vertigo. Oui, ben, on en parlait parce que donc j'ai édité avec Nancy Berthier un ouvrage hommage à Saoula. On a un des auteurs qui est qui est là. Et donc il y a un article sur la comparaison entre Vertigo et ce film, et il y a plein de points qui peuvent être, et en particulier effectivement cette femme qui est double, etc. Un Pygmalion du personnage. Voilà. Ah, oui. Un Pygmalion, et là c'est intéressant parce que Pygmalion finalement, là c'est vraiment un Pygmalion atroce, quoi. Dans Vertigo, il me semble bien que James Stewart fomente en fait une sorte de complot avec, en vérité, il me semble bien qu'il y a une sorte de coup monté à la fin, puisque la femme, en fait, c'est pas la vraie femme, c'est pas celle du tableau. C'est pas celle du tableau qui meurt. C'est pas James Stewart, lui, il est victime. Voilà, c'est ça. Lui, il est victime, en fait. Oui, voilà. Ouais. C'est pas. Mais il a certainement vu Vertigo, et certainement il y a un écho aussi. Après, il y a aussi, il y aura un écho avec plus tard avec Buñuel, avec cet obscur objet du désir, parce qu'en 77, dans cet obscur objet du désir, Buñuel va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il fait interpréter un même personnage par deux actrices différentes. Et ça, c'est vraiment très étrange et très surprenant. Donc, c'est-à-dire que ce double, c'est la femme qui est dédoublée, alors finalement, qui montre deux aspects de la femme. Toujours un peu les mêmes deux aspects de la femme. Par rapport à la duplicité, effectivement, parce que comme ça en surface c'est un bon type, effectivement tu me paieras plus tard, mais ça représente exactement ce double niveau de la bonne bourgeoisie qui a cette image lisse, mais profondément c'est tout ce qui se passe, toute la perversité, un peu comme ça se passe dans Blue Velvet de David Lynch. Cette espèce de bourgeoisie nickel avec les belles maisons, surtout la dernière scène du film, mais effectivement tout devient très psychanalytique dans les pulsions cachées et tout ce qui se passe derrière, ce que l'on ne voit pas en fait. Ah oui, et puis en plus, c'est aussi la duplicité du régime, parce que la charité, on va tout arranger la charité est un système aussi, donc on va aider les autres par charité et pas d'une façon égalitaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont un droit d'avoir de l'argent, c'est parce que les riches vont gentiment leur donner de l'argent. Et là, c'est le cas aussi, hein. S'il y avait une sécurité sociale, il n'aurait pas à payer. Et là, le riche, oui, il a une petite voiture quand même, pas comme son copain. C'est la bourgeoisie de Coimbra, va finalement montrer sa grandeur d'âme en faisant la charité. Et ça, il y a énormément de films franquistes qui justement montrent l'envers, montrent, ça c'est l'envers, parce que montrent tous ces personnes qui vont aider les autres par charité, etc. Évidemment, la charité, c'est pas l'égalité. La charité, c'est le contraire. Et donc c'est vrai que c'est facile de montrer ça. C'est la religion catholique, il faut être charitable. Moi, j'ai eu aussi une réminiscence pour la première fois de l'année dernière à Marienbad, avec cette obsession d'avoir déjà rencontré, et qui est un peu à l'origine aussi de la relation entre les deux personnages. Je trouve qu'il y a quelque chose
Il avait peut-être C'est un eu, grand ouais. cinéphile, Carlos Saura, finalement. Oui. Je sais Mais pas c'est- comment il faisait pour voir les films. puisque- Ben, il y avait plusieurs occasions possibles. Alors on dit que le néoréalisme italien, il est arrivé en Espagne en 51 dans une rétrospective de cinéma italien. Alors évidemment avec une sélection, hein, le néoréalisme plus quand même soft. En particulier Miracle à Milan, Miracolo a Milano, je crois, de Vittorio De Sica, qui est quand même très bien pensant. Mais après, il est allé à Montpellier aussi pour voir des films. Les films de Buñuel, il les a vus à Montpellier. Je pense qu'il y avait quand même des moyens. Il voyageait, il pouvait voir des films. Ça Il paye, voyait en tout des cas. films. Oui. Oui. Il y a des comparaisons assez évidentes. Je pense à Los Olvidados de Luis Buñuel, qui est une sorte de clin d'œil à Los Golfos. Alors il dit toujours qu'il a fait Los Golfos et qu'il n'avait pas vu encore Los Olvidados. Ah. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des rapports. Donc voilà, parce que bon, il a aussi, il dit, je parle de lui au présent, il est mort, disait que effectivement on a rapproché Los Olvidados de Los Golfos, mais que lui n'avait pas encore vu, etc. Mais il y a aussi des histoires d'ego sans doute, comme pour cette espèce de rejet du néo-réalisme qui considérait justement un peu mièvre, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de nombreux films néo-réalistes. Mais c'est vrai que dans les années 60, c'était plus à la mode. Mais je pense que là aussi, il y a ce tournant parce qu'il fallait faire autre chose, quoi. Oui, moi j'ai une question à poser sur les dénouements tragiques dans la filmographie de Saoula. Alors, comme tu sais, j'ai proposé une publication sur Tango, mais j'ai pas non plus vu toute la filmographie de Saoula. Et donc je me demandais si tous les films, les longs métrages de fiction s'achevaient par une tragédie. Ça terminait tragiquement. Pas tous, parce que par exemple, Claire Cuervos se finit par les petites filles qui vont à l'école. Sur la chanson, on se dit c'est 75, c'est la mort de Franco, et donc peut-être qu'on va aller vers autre chose de positif. Non, pas tous, mais beaucoup. Oui, parce Il que aime avec bien. Carmela, c'est une tragédie. Avec Carmen, alors Carmen tout ce qui aussi. revient sur la guerre civile, etc. Alors Carmen, là, il aurait dû faire autre chose, parce que c'est vrai que la pauvre Carmen, à chaque fois, elle meurt, donc là, il aurait pu ne pas la tuer. Mais il y en a beaucoup qui finissent comme ça. Alors après, ces films musicaux, c'est un petit peu différent, mais ça dépend lesquels. Il y en a qui sont des essais musicaux, dansés, etc. Eh bien, écoutez, je pense que il est l'heure de conclure et de Donc, nous tout dire le au monde s'en revoir. allait, qu'on reste là. Mais en tout cas, je vous remercie. Merci d'être venu. beaucoup à vous de cette invitation. C'est un vrai plaisir de partager votre passion de Carlos Saura. J'espère que le public a dorénavant envie de découvrir Carlos Saura. Il y a plus de 40 films. Oui, environ 50. Hein, Voilà, une cinquantaine voilà. de films. Après, il y a des longs métrages, des courts métrages, quelques documentaires. Voilà. Vous allez pouvoir connaître un petit peu. Après, ma passion de Carlos Saura, je ne sais pas, parce que voilà, j'ai aussi une distance, moi, vis-à-vis de Carlos Saura. Mais c'est très intéressant de travailler sa filmographie. Voilà. Je vous invite à la connaître un peu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci encore de votre...